Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Nous allons suivre ensemble une table ronde sur les perturbateurs endocriniens. Elle s'est déroulée en commission mercredi. On en a beaucoup parlé au moment de l'interdiction du bisphénol A. Les perturbateurs endocriniens, vous le voyez, ils font régulièrement la une des magazines de consommateurs. Ces phtalates, ces parabènes, ils ont le pouvoir d'interférer avec notre système hormonal. Ils sont présents dans un grand nombre de produits. On pense aux cosmétiques, aux jouets ou encore aux emballages alimentaires. Durant cette table ronde au Sénat, tout le monde a semblé d'accord pour qu'une réglementation soit forte sur le sujet. Direction la salle Clémenceau pour suivre cette table ronde qui a été préparée aujourd'hui par Alice Bardot et Louis Mollier-Sabé. Nous organisons donc aujourd'hui une table ronde sur l'exposition aux perturbateurs endocriniens. C'est la première fois que notre commission organise une table ronde sur ce sujet. Je crois que c'était important de le faire. Je le rappelle, mais vous le ferez beaucoup mieux que moi, que les perturbateurs endocriniens sont des substances capables d'interférer avec notre système hormonal et pouvant à ce titre entraîner des effets néfastes sur la santé et sur l'environnement. Et le premier point qu'il faudra certainement évoquer, c'est la difficulté d'identifier ces substances. En matière de perturbateurs endocriniens, il existe ce qu'on appelle des fenêtres d'exposition qui correspondent à des périodes de la vie pendant lesquelles cette perturbation présente des risques particuliers. C'est le cas notamment pour les enfants et pour les adolescents. Une étude qui a été publiée par Santé publique France en septembre dernier révèle que plusieurs substances identifiées comme perturbateurs endocriniens ont été détectées dans l'ensemble de la population. L'étude souligne par ailleurs que des niveaux d'imprégnation plus élevés ont été constatés chez les enfants. Face à cette situation et aux enjeux qu'elle recouvre, le gouvernement a présenté en septembre 2019 sa seconde stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui prévoit une série d'actions et notamment l'élaboration d'une liste objective et partagée des substances concernées. Au niveau européen, une définition des perturbateurs endocriniens a été insérée dans la législation sectorielle en matière de produits phytopharmaceutiques et biocides. Et le Parlement a appelé de ses vœux l'élaboration par la Commission européenne d'un plan plus ambitieux et transversal en 2020. Enfin, cette question a été récemment évoquée ici même en fin de navette parlementaire sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dont notre collègue Marta Tsidrack était rapporteur. Ce texte prévoit la création d'un dispositif d'information spécifique pour les femmes enceintes pour certaines catégories de produits. Donc c'est dans ce contexte, comme je le disais, que nous avons souhaité organiser cette table ronde. Et nous avons aujourd'hui plaisir à accueillir Monsieur Bonnefoy, qui est administrateur d'Ellipso, et Madame Emmanuelle Buffet, qui est responsable réglementaire d'Ellipso, qui est la fédération professionnelle regroupant les fabricants d'emballages plastiques en France pour les usages alimentaires et non alimentaires. Monsieur Sicolella, qui est président du réseau Environnement Santé, qui regroupe une trentaine d'associations nationales et locales, afin, je cite, de mettre la santé environnementale au cœur des politiques publiques. Madame Saint-Guety, qui est conseillère santé et produits chimiques à la Health and Environment Alliance, qui fédère au niveau européen un grand nombre d'associations engagées en matière de santé environnementale. Monsieur Bodenez, qui est chef de produits climatiques à la Direction générale de la prévention des risques au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et Monsieur Mathieu Schuller, qui est directeur de l'évaluation des risques à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et enfin, Monsieur Hawkin, qui est président de la Fédération des entreprises de beauté, et Madame Dux, qui est directeur des affaires scientifiques et parlementaires dans cette fédération qui regroupe les fabricants de cosmétiques et d'hygiène. Voilà donc pour le panel que nous avons le plaisir d'accueillir ce matin.
Je vais peut-être poser la première question à Monsieur Schuller pour lui demander s'il y a aujourd'hui encore des débats en cours sur la qualification de certaines substances et plus largement comment on peut identifier les perturbateurs endocriniens et comment leur dangerosité est évaluée. Alors, comme nous sommes nombreux à intervenir, je vais être très vigilant sur les 5 minutes qui vous ont été octroyées pour vos interventions liminaires, pour qu'il puisse y avoir ensuite une large part au débat et aux questions que mes collègues sénateurs ne manqueront pas de vous poser. Merci, Monsieur le Président. Votre propos liminaire, effectivement, me permet également de raccourcir mon introduction, puisque vous l'avez dit à fort juste titre, les perturbateurs endocriniens sont des substances que l'on trouve à la fois dans des produits manufacturés, également dans des substances naturellement présentes dans l'environnement, et qui, en fait, ont 2 caractéristiques. La première, c'est qu'ils ont une action sur les fonctions endocrines. Donc, effectivement, et ces fonctions endocrines, ces régulations, sont des points indispensables sur un plan biologique pour la vie de chacun d'entre nous, et en plus, présentent la spécificité de pouvoir évoluer en fonction des différents âges de la vie. Mais les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas seulement avoir une action sur les systèmes endocrines, c'est une action endocrine et des effets sanitaires. Et effectivement, tout l'enjeu, c'est de pouvoir distinguer parmi l'ensemble des substances qui ont une action sur les hormones thyroïdiennes, sexuelles, reproductives, etc., celles qui, en plus de cette action, vont conduire à un effet pour la santé. Parfois, d'ailleurs, cette action, elle est souhaitable ou souhaitée. J'allais dire, la substance ayant une action endocrine la plus connue, étant probablement la pilule contraceptive. La question, donc, est de distinguer parmi les substances celles qui, comme l'a posé la définition de l'OMS en 2002, ont à la fois une action sur le système endocrinien et un effet délétère. C'est vrai que les voies d'exposition peuvent être multiples, à travers les produits, à travers l'air, à travers l'alimentation. Et c'est probablement ce qui aussi conduit à un certain niveau de préoccupation pour nos concitoyens. Et également, un autre facteur, c'est que finalement, ce mode d'action des substances en termes de toxicologie, il est apparu plus récemment qu'un certain nombre d'autres qui sont traités de manière très complète dans les réglementations, comme le caractéristique cancérogène, mutagène, reprotoxique. Donc là, l'ANSES, elle, est mobilisée depuis de longue date sur cette problématique de perturbation endocrinienne. Le travail le plus emblématique de l'agence a été d'être porteur de la question de la perturbation endocrinienne du bisphénol A, sujet de longue haleine, puisqu'on a à la fois travaillé sur finalement quels sont les éléments de preuve scientifiques qui concourent à l'identification non pas de l'action endocrinienne, parce que celle-ci, elle était connue, mais à la combinaison avec un effet sanitaire, et que des décisions ont été assez rapidement prises pour, en termes de gestion, empêcher que ce bisphénol A soit présent dans un certain nombre de contenants, notamment les biberons, mais également dans des produits, je dirais, de consommation et d'accès très courant, qui étaient les tickets de caisse. Au-delà du bisphénol A, bien entendu, on a été fortement mobilisé côté ANSES dans le cadre de la première stratégie nationale perturbateur endocrinien, avec une trentaine de substances évaluées, et ces actions se poursuivent. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que lorsqu'on a débat ou incertitude sur le caractère perturbateur endocrinien, derrière le travail d'évaluation scientifique qui est mené par l'agence, on porte ce débat au niveau européen, notamment à travers ce qu'on appelle les dossiers de substances hautement préoccupantes, SVHC, dans le cadre de la réglementation REACH. Alors, vous avez posé la question, Monsieur le Président, de quel type d'incertitude on peut rencontrer autour des perturbateurs endocriniens. Moi, j'en vois 3. La première, elle est assez rapidement levée, c'est est-ce que les substances dont on parle ont une action endocrine? Et ça, effectivement, il y a comme je l'ai dit, un grand nombre de substances qui sont susceptibles d'avoir cette action endocrine. Et donc, dans le cadre de la deuxième stratégie nationale perturbateur endocrinien, on va publier dans l'année 2020 une liste pour identifier ces substances ayant une action endocrine. Là où l'incertitude devient plus importante, c'est est-ce que, au-delà de cette action, il y a effet sanitaire? Et effectivement, l'ANSES avait proposé en 2016, dans le cadre d'un avis, un mode de classification suspecté, présumé, avéré, qui évidemment nécessite pour ce classement
une évaluation scientifique. Et puis ensuite, il y a un troisième point qui est également important, c'est que la perturbation endocrinienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas le seul mode d'action toxique. Et donc une incertitude, c'est est-ce que finalement ce mode d'action toxique, il intervient à des doses d'exposition plus importantes ou plus faibles que d'autres caractéristiques toxiques de la substance. Donc, pour avancer, et j'en terminerai là pour rester dans le timing, pour lever ces incertitudes, comment faire? En fait, il y a plusieurs modalités possibles. Il y a une première qui est effectivement d'avoir un certain nombre de travaux de la recherche publique dans les laboratoires qui permettent effectivement d'apporter de la connaissance. Et évidemment, dans le cadre de nos évaluations, nous sommes à même de les intégrer et dans la pesée du fait que effectivement les effets sanitaires sont présents ou pas. Mais il y a également un autre point très important, c'est que les produits, les substances qui sont mises sur le marché, elles sont portées par un certain nombre de metteurs en marché, d'industriels, d'acteurs. Et effectivement, suivant les réglementations, finalement, les exigences en termes de dossiers, de données, de travaux, ne sont pas les mêmes. Vous avez indiqué la réglementation phytopharmaceutique. Effectivement, comme tous les 5 ans, ces produits sont réévalués, eh bien, il va y avoir apport de données par les metteurs en marché pour qu'on puisse, nous, derrière ça, évaluer la perturbation endocrinienne. La question, je pense, se pose de manière différente pour des réglementations comme REACH, où, effectivement, il existe un référentiel, mais il n'y a pas à ce stade d'exigence qui consiste à dire, voilà, à tel moment, des compléments d'information doivent être apportés par les industriels pour que des données sur la perturbation endocrinienne soient disponibles pour l'analyse et l'évaluation. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc je retiens notamment, parce que vous avez dit plein de choses, de votre propos, qu'en 2020, on aura la publication d'une liste de produits identifiés clairement comme perturbateurs. Alors, je précise, Monsieur le Président, ou tout à l'heure dans la table ronde, on va publier une liste des substances sur lesquelles la question de l'action endocrine est établie. Et par contre, effectivement, ensuite sera à faire un travail, et dans le cadre de la SNPE2, on a un engagement pour travailler pour entre 6 et 10 substances par an, pour dire parmi cette liste de substances d'intérêt au titre de l'action endocrine, lesquelles sont suspectées, avérées ou présumées. Mais effectivement, il y aura la question, mais on y reviendra certainement tout à l'heure dans les échanges, c'est effectivement d'avoir pour le consommateur une identification claire des produits qui présentent ces risques, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Monsieur Bodenez, vous allez peut-être pouvoir nous faire un point sur l'état des lieux et les initiatives réglementaires ou législatives récentes, et notamment sur la stratégie nationale qui a été proposée par le gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci d'organiser cette table ronde qui permet d'avoir un format où tout le monde peut se parler les uns avec les autres. Et dans les circonstances présentes, moi, ça me paraît tout à fait pertinent de pouvoir avoir cette discussion sur où on en est sur les perturbateurs endocriniens. Sur la réglementation, alors effectivement, c'est un sujet un peu particulier, les perturbateurs endocriniens, puisque c'est un sujet où la dose ne fait pas nécessairement l'effet et qui n'avait pas été pris en compte lors de l'élaboration d'un certain nombre de réglementations qui peuvent toucher de près ou de loin les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, en termes de réglementation, c'est d'abord les réglementations européennes qui s'appliquent à ce sujet parce que ça concerne des produits qui sont mis sur le marché au sein de l'Union européenne, et donc le bon niveau pour toucher le maximum de produits aujourd'hui, eh bien, c'est le niveau européen. Aujourd'hui, il existe 2 types de réglementations au niveau européen sur le sujet. Des réglementations sectorielles, qui sont des réglementations relativement anciennes quand on regarde l'histoire de l'Union européenne. Donc les réglementations sectorielles, Mathieu en a parlé un peu tout à l'heure, c'est les réglementations sur les produits phytosanitaires, donc sur les pesticides, sur les produits biocides, mais il y a également les réglementations sur les cosmétiques, sur les jouets, sur les contenants alimentaires. Voilà, donc toutes ces réglementations sectorielles peuvent être pertinentes pour traiter des sujets de perturbations endocriniens. Et puis, il y a une autre réglementation qui est transversale, qui est plus récente quand on regarde l'histoire de l'Union européenne. C'est la fameuse réglementation REACH, qui est la réglementation sur les produits chimiques, et qui vise à ce que les substances chimiques puissent être enregistrées et, pour certaines d'entre elles, autorisées, en tout cas soumises à autorisation,
avec des processus également de restriction possible de certaines substances dans certains produits. Et donc c'est un outil transversal qui peut s'appliquer de façon assez large à l'ensemble des produits qui sont mis sur le marché au sein de l'Union européenne. Donc ce sont les... Voilà aujourd'hui quel est le cadre réglementaire. Alors, on voit que la France a été précurseur sur ce sujet-là, notamment en adoptant des lois sur l'interdiction du bisphénol A dans les biberons et ensuite dans les contenants alimentaires, que la France a souvent été aussi à l'initiative pour pousser la Commission à prendre à bras-le-corps le sujet des perturbateurs endocriniens. C'est un des sujets d'ailleurs où le tribunal de l'Union européenne a constaté la carence de la Commission lorsque il était prévu que la Commission prenne une définition de ce qu'était un perturbateur endocrinien dans la réglementation sur les produits phytosanitaires et qu'au bout de quelques années, cette définition n'avait toujours pas été adoptée. La Commission a été condamnée par le tribunal de l'Union européenne, ce qui arrivait assez rarement. Voilà. Donc, en termes de réglementation, une réglementation européenne qui doit s'appliquer sur le sujet, et puis au niveau français, des lois qui ont été adoptées qui ont servi d'aiguillon au niveau de la Commission européenne. En ce qui concerne la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, là aussi, c'est une initiative française intéressante. Une première stratégie avait été adoptée en 2014. En septembre dernier, deux ministres, la ministre chargée de l'Environnement et la ministre chargée de la Santé, ont publié la deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, qui a trois objectifs importants. Premier objectif, former et informer sur les perturbateurs endocriniens, quels sont les mécanismes sur ces perturbateurs, comment ça fonctionne, en quoi ça présente un enjeu de santé publique. Ça concerne la formation notamment des professionnels de santé, mais aussi des agents dans les collectivités territoriales qui peuvent être amenés à utiliser au quotidien des produits qui sont susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens. La deuxième chose, c'est protéger l'environnement et les personnes avec une action importante qui est l'identification des substances perturbateurs endocriniens de manière à ce que derrière, on puisse prendre des mesures d'information ou bien proposer des mesures de restriction au niveau européen sur les substances qui auraient été identifiées. Et puis, un troisième volet qui est l'amélioration des connaissances, ce qui passe notamment par des programmes de recherche qui peuvent être conduits par l'ANR, par exemple, mais nous finançons au ministère de la Transition écologique et solidaire également des actions de recherche dans le cadre du programme national de recherche environnement, santé, travail, qui est notamment conduit par l'ANSES et qui permet de faire des recherches sur les substances en question et permet d'identifier et de mieux connaître les mécanismes de ces perturbateurs endocriniens. Merci beaucoup, et merci beaucoup d'avoir respecté le timing. Madame Saint-Gauthier, peut-être un point sur la réglementation européenne, l'articulation avec la réglementation française et le fait de savoir si nous sommes vraiment parmi les bons élèves au niveau européen. Je me permets, avant de vous donner la parole, de rappeler, pour faire un petit temps de cocorico sénatorial, que l'interdiction du bisphénol, c'est une initiative du Sénat et que c'était notamment notre collègue Muguette Dini, sénatrice du Rhône, n'est-ce pas, cher Michel, qui avait porté ce combat au Sénat, je m'en souviens très très bien. Je vais me tourner maintenant vers les professionnels, à la fois ceux qui fabriquent les emballages et puis ceux qui fabriquent les produits qu'on met dans ces emballages et notamment les produits de beauté. Donc 5 minutes par organisme et non pas par représentant d'organisme quand il y en a plusieurs. Moi, j'aimerais que vous nous indiquiez comment vous prenez en compte le sujet et notamment pour la Fédération des produits cosmétiques, que vous puissiez nous informer sur le sujet, parce que c'est vrai que de plus en plus on entend dire que l'on se met sur le visage des produits qu'il vaudrait mieux ne pas se mettre sur le visage. Voilà. Alors, qu'est-ce qui commence ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous l'entendez, j'ai pas beaucoup de voix, donc en quelques mots la FEBA, puis je passerai la parole à Madame Dux. Nous représentons effectivement l'industrie cosmétique, donc c'est 350 entreprises, dont plus de 80% sont des TPE et des PME.
et nous représentons uniquement les fabricants. Donc nous ne représentons pas les fabricants de cosmétiques, donc de produits finis. Mais je pense que Anne Duc sera mieux et plus à même que moi de vous répondre. Mesdames et messieurs, bonjour, Monsieur le Président. Je vais d'abord vous rappeler comment est-ce qu'on met un produit cosmétique sur le marché pour que vous compreniez que les produits cosmétiques sont sûrs. Alors, la réglementation cosmétique est une réglementation européenne, qui est une réglementation ancienne, qui trouve son origine dans une loi française qui fait suite à la seule affaire de sécurité sanitaire qu'on ait connue en matière de cosmétique, qui est la funeste affaire du talcum orange, qui remonte donc au début des années 70. Et la réglementation européenne, qui a été modifiée en 2009, est une réglementation qui date initialement de 1976 et les principes n'en ont pas été changés parce que c'est une réglementation efficace. Alors, comment mettons un produit cosmétique sur le marché? D'abord, les industriels peuvent mettre sur le marché, peuvent mettre dans un produit cosmétique tous les ingrédients qu'ils le souhaitent, à condition qu'ils aient une évaluation de la sécurité de ces ingrédients et avec 2 restrictions. Premièrement, il y a une liste de substances interdites, donc on n'a pas le droit de mettre dans un produit cosmétique. Et deuxièmement, pour 3 catégories d'ingrédients, Madame Veil, initialement, avait considéré que c'était des ingrédients particulièrement sensibles, qu'il fallait donc les mettre sur une liste positive. C'est le cas des conservateurs, c'est le cas des colorants et c'est le cas des filtres solaires. Et il se trouve que c'est intéressant puisque cette liste positive, en particulier en ce qui concerne les filtres solaires et les conservateurs, regroupe un grand nombre de molécules qui sont indispensables à la sécurité des produits et qui sont assez régulièrement mises en cause comme pouvant être des substances ayant une action endocrinienne. Voilà. Alors, en dehors de cette composition des produits, chaque industriel est responsable de l'évaluation de la sécurité globale de son produit et avant la mise sur le marché, il notifie à la Commission européenne qu'il va mettre le produit sur le marché, ce qui permet aux autorités chargées du contrôle de marché de savoir quel produit il faut contrôler. Et par ailleurs, il y a un système de cosmétovigilance. Alors, comment est évaluée la sécurité des ingrédients? Eh bien, il existe auprès de la Commission européenne un groupe d'experts européens indépendants qui sont choisis parmi tous les États membres, et il y a en particulier 3 experts français, qui s'appelle le Comité pour la sécurité des produits de consommation, et qui donne donc un avis sur les substances, dès lors qu'il est saisi par la Commission européenne, par un État membre ou par des industriels. Voilà. Alors, maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à cette question de la perturbation endocrinienne. Comme Madame Cincotti en a fait référence, la Commission européenne a décidé en 2018 de faire un bilan de l'efficacité réglementaire en matière de perturbation endocrinienne et donc en particulier d'examiner la situation des réglementations qui n'ont pas de dispositions spécifiques pour traiter la question des perturbateurs endocriniens. Alors il se trouve que la réglementation cosmétique n'a pas de dispositions spécifiques parce que que ce fameux comité d'experts européens indépendants a dit qu'il était tout à fait à même de gérer la question sans réglementation spécifique puisqu'on s'intéresse à la sécurité des substances et donc on s'intéresse au fait de savoir si la substance provoque un effet potentiellement, chez l'animal, vous savez qu'on ne fait pas l'essai chez l'animal, donc c'est un petit peu compliqué, chez l'animal ou chez l'homme, et à la limite le mécanisme d'action, c'est-à-dire le fait de savoir si c'est un effet qui est dû à une perturbation endocrinienne, est un effet, et second, ce qui compte c'est de savoir si la substance provoque ou pas des lésions. Et si la substance provoque des lésions, elle va être interdite. Voilà. Alors, dans le cadre de ce bilan de l'efficacité de la réglementation européenne, la Commission a demandé à l'industrie qu'elle fournisse des dossiers pour 14 substances, qui étaient les substances qui faisaient l'objet d'un examen en cours dans REACH pour une éventuelle perturbation endocrinienne. Ces dossiers devaient être déposés pour le 15 octobre dernier. Ils ont tous été déposés pour le 15 octobre, non pas sur 14 substances, mais sur seulement 11 substances, puisqu'il y a 3 substances qui ne sont actuellement plus utilisées par l'industrie cosmétique et que donc l'industrie a choisi de ne pas défendre. Mais les autres 11 substances font l'objet d'une défense et le contenu de ces dossiers montre que ces substances ne sont pas des perturbateurs endocriniens. Alors, je vous ai expliqué que la réglementation cosmétique s'intéressait à l'effet des substances, à l'effet éventuellement toxique des substances et pas forcément au mécanisme d'action. Vous avez abondamment parlé du bisphénol A, donc je vais vous donner un exemple. Le bisphénol A est interdit dans les produits cosmétiques depuis 2006.
Donc depuis bien avant les éventuelles interdictions françaises. Et comme il est interdit dans les produits et qu'on est censé étudier l'interaction entre le produit cosmétique et le contenant de ce produit, on n'utilise pas, depuis 2006, de plastique qui contiennent du bisphénol A pour éviter que le bisphénol A qui est interdit ne migre dans le produit. Voilà. Donc, je tiens à insister, les produits cosmétiques que vous trouvez sur le marché sont sûrs. Alors, par ailleurs, vous avez largement entendu parler de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Un sujet dont il faut avoir conscience, c'est qu'on manque d'outils diagnostiques pour repérer les substances perturbatrices endocriniennes. Et en particulier, on sait relativement bien faire pour les substances qui ont un effet sur les hormones sexuelles, un petit peu sur la thyroïde, mais les autres systèmes endocriniens ne sont absolument pas explorés. Et on a donc besoin de développer des méthodes de test qui permettent d'étudier les effets des substances sur les autres systèmes endocriniens. Dans le cadre de la SNPE 1, puis dans la SNPE 2, il y a donc une innovation qui est donc un projet public-privé qui s'appelle PAPER, qui est donc une plateforme qui vise à accélérer la mise à disposition de tests pour repérer les perturbateurs endocriniens. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que j'ai l'honneur d'être la présidente de cette structure. On vous en félicite, mais il va falloir laisser la parole. Merci beaucoup au représentant d'Elipso, qui est la Fédération des fabricants d'emballage. Merci, Monsieur le Président. On va aussi essayer de le faire à deux voix. Juste pour vous rappeler rapidement que Elipso, c'est 320 entreprises, 38 000 collaborateurs, et c'est surtout 157 usines dans 57 départements. On est une profession qui, en l'occurrence, considère que l'enjeu de santé publique que considèrent les perturbateurs endocriniens est central et très important. Et nous sommes dans une position aussi, un peu comme nos voisins, de transformateurs et pas de producteurs. Ne nous trompons pas. Les fabricants d'emballage utilisent des résines qui sont mises à disposition par le marché, par des producteurs, des pétrochimistes. Et nous, notre rôle, sémantiquement, c'est d'être des transformateurs dans la fabrication. Donc on n'est pas responsable de la mise sur le marché des produits qui s'y trouvent. Par rapport à ce qui a été dit plus tôt, nous sommes aussi totalement en accord avec une définition harmonisée européenne de ce qu'est un perturbateur endocrinien. Et nous, notre position professionnelle, que développera peut-être un peu plus Emmanuel, c'est d'avoir une législation qui soit la plus forte possible. On veut insister sur le fait que le plastique fait l'objet d'une réglementation matériaux qui est parmi les plus strictes. Et en l'occurrence, un peu comme les gens de la Fédération de la beauté, on s'inscrit nous aussi, dans une logique de mettre des produits sur le marché qui, avant leur mise en marché, ont été évalués. Et quand ils sont mis sur le marché, ils sont de nature sûre. Et on s'appuie vraiment sur cette réglementation forte. Et on aimerait même, parce que les plastiques sont quand même souvent stigmatisés, que cette réglementation forte soit étendue à tous les matériaux. On se méfie un petit peu des substitutions. Et on est également très favorable à coopérer avec les prochains travaux de déploiement de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Peut-être un mot sur l'évaluation de nos emballages? Oui, je vais compléter donc sur la partie pour vous présenter très succinctement, mais je rejoins, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites parce que le système d'évaluation est un peu similaire dans le cas des plastiques. Destiné au contact alimentaire, mais qui aujourd'hui sert un peu de référence pour l'ensemble des usages. Donc vous avez effectivement dans cette réglementation plastique une liste de substances qui ont été évaluées par l'EFSA avant autorisation. Et c'est vrai que là aussi, on a parlé tout à l'heure, on parle beaucoup du BPA et autres. Il y a quand même des substances qui aujourd'hui sont confirmées perturbateurs endocriniens, mais qui étaient déjà classées sur l'incidence sur la reproduction, la toxicité, etc. Donc c'est des substances, celles qui ont été confirmées perturbateurs endocriniens, pour beaucoup, qui avaient déjà, pour lesquels des effets négatifs sur la santé avaient été mis en œuvre. Puisque, effectivement, la personne de l'ANSES indiquait bien tout à l'heure, elle parlait d'une liste de substances avec une action endocrinienne, en parlant d'une
d'une assez grande quantité de substances, effectivement, il ne faut pas se tromper, on est bien sur des perturbations endocriniennes, donc avec un impact négatif sur la santé, et pas toutes les substances, y compris celles présentes naturellement dans les aliments, qui peuvent interagir avec le système endocrinien. C'est une différence importante. Donc cette évaluation-là, elle est faite sur ce que l'on constate comme effet négatif lié à une substance, sur la base des données disponibles. Donc c'est là ce que disait M. Bonnefoy, nous ne pouvons que appeler de nos voeux une recherche plus accentuée pour une identification plus importante. Et effectivement, on salue le travail qui a été fait par nos collègues de la cosmétique avec la montée de cette plateforme Paper, qui vraiment a pour un objectif de sortir du lot de toutes ces substances qui peuvent interagir et qui interagissent de façon continue avec l'organisme, sortir celles qui ont vraiment un impact négatif sur la santé. Donc voilà, donc... Et s'il y a effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'évaluation au cours des réglementations, s'il y a une réglementation qui doit évoluer, mais qu'elle évolue, on est demandeur, puisque aujourd'hui, ce qui nous semble important, c'est de rester sur le système aujourd'hui sur lequel repose toute notre réglementation en France ou en Europe, une évaluation des risques par les agences sanitaires, donc qui permet d'obtenir un consensus sur ce qui est réellement une substance perturbateur endocrinien et lesquelles le sont, et derrière une gestion du risque par les pouvoirs publics. Et une fois qu'on a géré le risque par la réglementation adaptée, le produit qui est mis sur le marché est un produit sûr, et toute autre information qui viserait à dire que oui, mais peut-être qu'on ne sait jamais, voilà, ça ne fait que soit conférer de l'anxiété à des consommateurs qui, du coup, ne peuvent plus se fier à nos institutions, que ce soit nos agences sanitaires ou les pouvoirs publics. Donc ça, c'est important de faire attention aux messages que l'on passe. Et deuxièmement, effectivement, ces messages, vous comprenez bien que la communauté scientifique a énormément de difficultés à identifier ce qu'est un perturbateur endocrinien. Donc aller communiquer sur l'ensemble des substances qui existent, c'est aussi finalement dire aux consommateurs, voilà un peu tout, et maintenant, allez-y, faites votre choix. Donc c'est vrai que c'est important, évaluation des risques, gestion des risques, et mise sur un marché d'un produit sûr. Merci, mesdames et messieurs, pour ces interventions liminaires. Je vais donner la parole tout de suite à Monsieur Medevielle, qui est rapporteur pour avis de la prévention des risques. Merci, Monsieur le Président, mesdames et messieurs. Donc j'ai évidemment des questions, des interrogations qui appellent des réponses de la part de plusieurs des organismes présents ce matin. Bon, tout d'abord, c'est la difficulté de la constitution d'une liste qui sera de toute façon pas exhaustive, on le sait, puisque intervient aussi dans la notion des perturbateurs endocriniens, la notion d'exposome qui fait étudier les effets sur la durée, plus ou moins longue. Donc on a un classement de perturbateurs endocriniens avérés, présumés, mais aussi suspectés. Comment arriver à une liste la plus exhaustive possible? Et surtout, dans quelle mesure le travail d'identification de ces substances sera-t-il mené en suivant exclusivement des considérations scientifiques. S'agissant des substances simplement suspectées d'être perturbateurs endocriniens, comment faire une utilisation appropriée et pas trop lourde du principe de précaution sans tomber dans les excès que l'on peut connaître habituellement. Deuxièmement, moi, c'est par rapport à ce sujet, donc faut-il privilégier une meilleure information du consommateur pour lui permettre des choix de consommation pleinement éclairés qui modifieront la demande et donc qui inciteront les producteurs à changer leurs produits, ou la dimension sanitaire appelle-t-elle des mesures réglementaires plus contraignantes, par exemple pour encadrer l'utilisation de certaines substances, quitte à affecter plus directement le mode de production des entreprises concernées. En d'autres termes, quels sont les instruments pertinents pour les pouvoirs publics au vu de l'état des connaissances sur ce sujet et de l'importance des risques? Enfin, je terminerai par une interrogation. C'est vrai, je vais prendre l'exemple du bisphénol. La France a pu conduire les industriels à recourir au bisphénol B en substitution du bisphénol A, qui s'avérait aussi perturbateur endocrinien. Donc là aussi, je pense qu'il faudra la plus grande prudence dans les produits de substitution. Merci. Merci. Je vais prendre un certain nombre de questions et on refera un tour de table. Je vais donner la parole à Madame Tocqueville.
Merci Monsieur le Président, merci Mesdames, Messieurs. Moi je souhaiterais vous interroger sur les SDHI dont on reparle aujourd'hui, qui sont des inhibiteurs utilisés en agriculture. On a noté que l'effet de 8 molécules de cette famille qui ont été testées en 2019 par des chercheurs, on note que les personnes ayant un déficit de SDH peuvent être vulnérables. Et en particulier, ces molécules peuvent être impliquées dans des maladies neurodégénératives comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Donc j'aurais 3 questions. En 2019, l'ANSES affirmait donc suivre cette affaire et envisager la fin des travaux sur ces substances au premier trimestre 2020. Donc qu'en est-il ? D'autre part, quelle est l'attitude de l'Europe sur ces substances particulières? Et enfin, les SDHI figurent-ils dans les listes que vous avez évoquées, tant au plan national qu'européen? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président. Dans un contexte social qui est anxiogène et dans une époque où le relativisme est de mise et où la parole des scientifiques est souvent remise en cause, le sujet des perturbateurs endocriniens est un vrai sujet d'inquiétude pour les Français. Donc je remercie les différents intervenants pour la pédagogie dont ils ont fait preuve, ce qui est important de préciser qu'est-ce que sont véritablement les perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, une de mes questions, c'est la définition, le cadre réglementaire européen reste flou et comment régler la question de perturbateurs endocriniens interdits mais qui ne sont pas vraiment définis. Et j'ai une autre question. 2020 est l'année de la biodiversité. Quel impact des perturbateurs endocriniens sur la biodiversité végétale et animale, avec aussi une réflexion sur des perturbateurs endocriniens qui seraient plus nombreux à l'intérieur des habitations qu'à l'extérieur. Et enfin, sur la recherche, ça a été évoqué par un intervenant, est-ce que nous avons suffisamment de recherche sur les perturbateurs endocriniens aujourd'hui en France et en Europe, et quel positionnement par rapport sur l'échelle internationale? Merci. Merci beaucoup. Madame Préville. Merci Monsieur le Président, merci à tous les intervenants d'être venus nous rencontrer et nous éclairer sur ces sujets. Alors moi je voudrais vous interpeller sur effectivement notre rôle que nous avons à jouer en tant que pays au sein de l'Union européenne sur la problématique de faire davantage de préventif déjà, sur la célérité que nous devons avoir par rapport aux problématiques qui montent, et ça a été évoqué, sur le fait que les populations commencent à s'intéresser à ces sujets, que ça fait naître de l'anxiété, sur le fait que pour l'instant, il n'y a que 7 substances qui ont été reconnues comme perturbateurs endocriniens et qu'il nous faut donc aller vite. Et sur le fait que peut-être peut-on se poser la question, puisque le bisphénol A a été identifié et interdit en tant que tel, peut-être puisqu'il y a des molécules de la même famille, peut-être pourrions-nous aller plus vite et inverser la charge de la preuve en quelque sorte en suspectant d'emblée les molécules qui sont de la même famille pour aller un peu plus vite dans les recherches, puisqu'il y a un problème à ce sujet-là, pour aller très rapidement sur l'étiquetage, en quelque sorte, de ces molécules-là. Et puis j'ai une autre question sur les plastiques. Donc les additifs qui sont présents dans les plastiques sont souvent des perturbateurs endocriniens, notamment les encres et les colles. Lors du recyclage, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Quel est le devenir? Surtout qu'il faut prendre en compte également que les plastiques qui sont recyclés peuvent être l'occasion de mésusage et donc contenir de façon pas tellement prévue en fait au départ de perturbateurs endocriniens. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président et merci pour les différents intervenants. Moi, j'avais déjà une première remarque. C'est vrai qu'il y a été beaucoup question de recherche et c'est vrai qu'on est en train d'étudier le texte sur la bioéthique et c'est vrai que dans ce texte, on n'a rien justement en matière de recherche sur les causes de l'infertilité et donc sur la question des perturbateurs. Et par contre, on a beaucoup sur les soins palliatifs. Et donc, je pense que c'est peut-être une question à se poser. Sinon, c'était sur la question de l'eau et de la contamination de l'eau, que ce soit l'eau en bouteille ou l'eau au robinet.
où on retrouve des perturbateurs et des produits qui étaient d'ailleurs interdits il y a un certain nombre d'années et qu'on retrouve encore maintenant. Donc on voit qu'il y a quelque chose à faire d'important à ce niveau-là. Et je voulais savoir s'il y avait des choses qui étaient discutées, en tout cas réfléchies, sur notamment la collecte de tout ce qui peut être hospitalier et qui sont des gros producteurs de déchets et de contamination de l'eau, et notamment avec une collecte différenciée pour ces établissements-là, et puis sur la mise en conformité ou l'amélioration des stations d'épuration. Je sais que la Suisse a fait quelque chose à ce niveau-là et qu'il y a un coût de fonctionnement qui n'est pas exceptionnel et donc qui peut tout à fait être absorbé, ce qui n'empêche pas de quand même réfléchir à la diminution, bien sûr, à la source, mais il me semble qu'il y a beaucoup à faire sur l'eau. Merci. Merci Madame Bonnefoy, et après on fera une série de réponses à ces questions. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais intervenir sur l'évaluation des risques. On a vu, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, que l'importance de l'évaluation des risques par les agences en amont de la mise sur le marché pour avoir des produits sûrs. Je voudrais rappeler les travaux ici faits au Sénat. Il y en a deux rapports importants. Un qui a été fait par l'OPEX en 2011, qui était intitulé « Les perturbateurs endocriniens, le temps de la précaution », et un autre que nous avions fait en 2012, j'étais moi-même la rapporteure, sur les pesticides et les conséquences des pesticides sur la santé. Nous avions émis des constats importants, à savoir que les effets spécifiques des perturbateurs endocriniens étaient difficiles à appréhender par la toxicologie classique, sur laquelle d'ailleurs se fondent les agences d'évaluation des risques, avec un postulat que c'est la dose qui fait le poison, avec ce qu'on appelle la DGA, la dose journalière admissible. Or, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets, comme on le sait, à faible dose et parfois aucun effet à haute dose. Les propriétés donc spécifiques des perturbateurs endocriniens invalident complètement, en grande partie en tout cas, la classique d'évaluation des risques, puisque encore une fois ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est plutôt la période et non donc la dose qui fait le poison. Au regard de ce changement total de paradigme, on peut rajouter que certaines substances semblent avoir des effets sur plusieurs générations, donc intergénérationnels, voire des effets combinés, ce qu'on appelle les effets cocktails. Et donc il était souhaitable, c'est ce que disait en particulier mon rapport, que l'évaluation des risques par les agences tienne compte de ces situations dans le cadre des AMM. Et donc la question, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que l'évaluation des risques avant les AMM tient compte du changement de paradigme que je viens de dire ? C'est plus la dose qui fait le poison. Est-ce que les tests opérés dans le cadre des évaluations se font substance par substance? Est-ce qu'ils tiennent compte de la réalité du terrain, à savoir que les substances se mélangent entre elles, donc quid des effets cocktails? Et est-ce que la réglementation REACH intègre également ces aspects? Merci beaucoup. On va donc faire déjà une série de réponses à ces questions. Qui est-ce qui veut commencer? Allez-y. Comme ça vous permettra peut-être en même temps de répondre à certains propos. Je peux presque répondre à toutes les questions. Je vais sélectionner et rebondir sur votre dernière intervention parce qu'elle me semble effectivement importante du point de vue des conséquences réglementaires. C'est le fondement scientifique des normes. Mais je rebondis aussi par rapport à ce qui a été évoqué sur l'eau. Nous avons fait un colloque à Poitiers il y a un peu plus d'1 an, presque 2 ans maintenant, sur le thème des normes perturbateurs endocriniens, eau et santé. Nous disposons d'une remarquable étude conduite par le JRC, qui est le centre de recherche de la Commission européenne, qui a fait l'objet d'une publication en 2014, dont la conclusion, c'est qu'il est urgent de réviser le fondement scientifique des normes. Parce qu'effectivement, pour les perturbateurs endocriniens, alors ce travail a été construit par 16 laboratoires européens, dont l'INERIS en France, qui a testé des mélanges de 14 perturbateurs endocriniens réglementés, à des doses qui sont les normes actuelles, mais élaborées avec l'ancien paradigme. Et la conclusion, c'est qu'effectivement, on retrouve assez souvent des effets cocktails, pas systématiquement, mais que la conclusion, et ce qui est très rare dans un article scientifique, encore plus dans une agence publique, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence à réviser les normes. Actuellement, qu'est-ce que c'est qu'une eau potable? Voilà une question simple. Nous n'avons pas la réponse. Nous n'avons pas la réponse. Nous devons revoir effectivement. On avait testé, enfin proposé deux exemples plutôt pour montrer la nécessité de revoir les normes. La question des pesticides. La norme en matière de pesticides, 0,1 microgramme par litre.
C'est une norme fixée sur le seuil de détection analytique des années 60. Vous mettez des grenouilles dans un bain à 0,1 microgramme par litre d'atrazine ou un mélange de pesticides, ce qui a été fait, vous faites 60% de malformations génitales. Voilà. Alors certes, on me dit, mais nous ne sommes pas des grenouilles. Enfin, au début de notre vie, on ressemble quand même à des grenouilles, des têtards. Hein. Mais c'est ça la réalité, en fait. Hein. Deuxième exemple, celui des nitrates. Une norme nitrate qui ne repose pas sur l'effet de perturbations endocriniennes. Or, nous savons que les nitrates coagissent avec les perchlorates, notamment à l'éthiocyanates, et donc cette norme est totalement obsolète. Ça ne veut pas dire que changer la norme va modifier forcément le paysage, mais en tout cas, il vaut mieux que ce soit basé sur la science d'aujourd'hui que sur la science d'il y a 50 ans. Et donc, dans son évaluation de la stratégie nationale perturbateur endocrinien, les inspections générales avaient pointé cette question-là en disant qu'il fallait revoir le fondement scientifique des normes, non seulement pour l'eau, mais y compris les normes en matière alimentaire. Aujourd'hui, les essais reposent sur une approche individuelle des substances. Or, nous savons effectivement qu'il y a un effet cocktail. Je citerai la famille des phtalates, notamment, qui se trouve présent dans les cosmétiques. Le DEP qui continue d'être autorisé, hein, c'est le fixateur des parfums, il est parfaitement autorisé. Il interagit avec les autres phtalates, et notamment, il est directement impliqué dans la féminisation des garçons. Voilà, deux études américaines importantes qui ont montré effectivement un lien entre contamination au stade fœtal et féminisation. Alors, sur les phtalates, on a toutes les grandes pathologies chroniques qui sont effectivement induites par ce type d'exposition. Donc, du point de vue de la réglementation, il y a urgence à repenser effectivement notre dispositif de normes. Merci beaucoup de ces éléments très, très importants. Qui veut suivre? Oui, allez-y, monsieur Bodenet, je vous en prie. Oui, je voulais rebondir sur un certain nombre de questions qui ont été posées sur la réglementation et sur la manière dont les perturbateurs endocriniens peuvent être définis dans les réglementations. Vous pourrez en même temps répondre à ce qui vient d'être dit sur la nécessité de modifier les normes. Alors, et on dira sur la nécessité de modifier les normes. D'abord, effectivement, il est important d'avoir une définition transversale sur la notion de perturbateur endocrinien dans l'ensemble des réglementations, y compris les réglementations sectorielles. Et ça, c'est un point qui est assez important. Aujourd'hui, ça existe pour les produits phytosanitaires, ça existe pour les produits biocides. On l'attend encore pour les produits cosmétiques et on l'attend aussi pour les jouets et pour les contenants alimentaires aujourd'hui. Donc, c'est effectivement un point qui est tout à fait essentiel, que la Commission a bien en tête aujourd'hui, et effectivement, la Commission doit revenir cet été avec une stratégie sur les produits chimiques, et elle sera très attendue sur cette capacité à définir de façon uniforme ce que c'est qu'un PE au sein des différentes réglementations sectorielles. Et c'est quand même très important parce que derrière, ça conduira l'ensemble des normes à évoluer en fonction de ce que diront les réglementations sectorielles sur la définition de ce que c'est qu'un PE. Il y a la notion, et ça a été évoqué tout à l'heure aussi, de PE avéré, présumé, suspecté. Alors pourquoi on utilise ces trois critères-là? Parce que ça vient en fait de critères qui sont déjà mis en place dans la réglementation sur les produits chimiques pour les cancérigènes, les mutagènes et les reprotoxiques. Et en fonction des différentes réglementations, il y a des mesures de gestion selon que le risque, il est avéré, présumé ou suspecté. Donc si on prend le cas des produits phytosanitaires aujourd'hui, un cancérigène qui serait avéré, présumé, la substance active ne peut pas être autorisée sauf s'il y a des raisons impérieuses pour l'autoriser. Par contre, pour les suspectés, c'est une autre disposition qui s'applique avec d'autres calendriers pour évaluer les substances au niveau européen. C'est un peu le même mécanisme qui pourrait être mis en place pour les perturbateurs endocriniens, avec des actions fortes lorsque la substance est avérée et présumée perturbateur endocrinien, et peut-être des mesures un peu différentes, un peu plus allégées, nécessitant probablement d'acquérir plus de science pour des substances dites suspectées. C'est probablement ce vers quoi on pourrait tenter d'aller. Sur les impacts sur les différents milieux, dans la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, eh bien, on ne contente pas d'essayer d'améliorer la connaissance sur l'homme, on a aussi des actions sur la biodiversité, à la fois pour essayer de savoir quelle est
le niveau d'imprégnation au niveau de l'environnement, mais aussi quels sont les effets sur certaines espèces animales. Et on sait d'ailleurs que certaines substances, on s'est aperçu qu'il y avait un problème parce que certains poissons, notamment, étaient affectés et il y avait plus de mâles que de femelles ou vice-versa. Et donc, dans certains cas, c'est comme ça qu'on a su qu'il pouvait y avoir des problèmes. Madame Préville a évoqué aussi le cas des familles de bisphénol, par exemple. Donc, on a commencé par interdire le bisphénol A et les substituts possibles, il y a le bisphénol B, peut-être le S, peut-être le F. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est pris en compte en ce moment par l'Agence des produits chimiques européens qui est située à Helsinki et qui, dans le cadre de l'application du règlement REACH, pousse pour une approche groupée de l'évaluation des familles de substances, pour qu'on ne perde pas des années à interdire le A, puis ensuite le B, puis le F et puis le S. Bon. Donc aujourd'hui, le A est interdit. Il y a des projets de restriction dans le cadre du règlement REACH qui sont portés par l'ECA et certains États membres pour le bisphénol B, le F et le S. Mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement avoir des évaluations groupées sur des familles et pas le faire substance par substance. Sur les recherches, donc il y a des actions qui sont prévues aussi dans la stratégie nationale sur les recherches avec l'ANR qui est en tête de pont et qui doit identifier, dans le cadre de la SNPE2, l'ensemble des recherches qui sont effectuées sur les perturbateurs endocriniens en particulier. Alors c'est pas complètement simple non plus parce que selon les substances qui sont examinées, selon les utilisations industrielles qu'il peut y avoir des substances, il peut y avoir tout un tas de recherches qui sont menées et donc il n'y a pas un focus aujourd'hui particulier décidé par l'ANR sur des recherches à mener sur les perturbateurs endocriniens. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées, mais pas nécessairement avec un focus au sein de l'ANR sur ce sujet-là. Ça peut être soumis à discussion parce qu'effectivement, du coup, ça peut donner le sentiment que la recherche est un peu éparse sur la chose, mais c'est nécessaire d'avoir une synthèse sur le sujet. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Très bien. D'autres réactions ? Madame. Je voudrais revenir sur un certain nombre de points qui ont été évoqués. D'abord, en ce qui concerne... Je voudrais attirer votre attention sur des publications que vous pouvez voir d'études américaines concernant notamment des produits cosmétiques. Ces études ne sont absolument pas transposables en Europe. La réglementation américaine en matière de cosmétiques n'interdit que 8 substances, est une réglementation extrêmement faible. Et donc, vous allez trouver dans des produits cosmétiques américains des substances qui sont interdites en Europe et je vous recommande notamment de ne pas acheter de produits cosmétiques lorsque vous vous déplacez en Amérique du Nord. Voilà. Je voudrais également revenir sur le problème de la faible dose et de l'effet sur les générations à venir pour vous rappeler que lorsque le SCCS, donc ce fameux comité européen, étudie la sécurité d'une substance, il demande des études à des doses extrêmement variées et sur plusieurs générations, justement pour bien examiner les effets et pendant la gestation et sur les générations descendantes. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que je crois qu'il faut qu'on insiste sur le fait que un produit cosmétique, mais un produit de quelque nature que ce soit, qui est présent sur le marché européen, est un produit qui doit être sûr. Si un produit n'est pas sûr, il doit être retiré du marché, mais on ne peut pas imaginer qu'on ait des produits à demi-sûrs. Et en particulier, on ne peut pas imaginer que ces produits à demi-sûrs, ce soit le consommateur qui décide de les acheter ou pas de les acheter. On ne peut pas imaginer de déléguer au consommateur une obligation générale de sécurité qui pèse sur les industriels, ceux qui le revendiquent absolument, mais qui pèse également sur les autorités chargées du contrôle du marché. Et c'est quelque chose qui est très important. Et c'est ce qui nous inquiète énormément dans cette idée qu'on ait une catégorie, une liste de substances ayant une action endocrine ou une catégorie de perturbateurs endocriniens qui soient suspectés. Ça veut dire qu'on va diffuser des listes en disant aux consommateurs, on ne sait pas si ces substances sont sûres ou pas sûres, et c'est vous qui allez faire le choix. Et ça, c'est dramatique. Par ailleurs, je voudrais revenir sur cette idée qu'on aurait besoin de 3 catégories de perturbateurs endocriniens, parce qu'on a 3 catégories de CMR, on a 3 catégories de substances cancérigènes, mutagènes, neuroprotoxiques. On vous a expliqué tout à l'heure
que pour qu'une substance soit perturbatrice endocrinienne, il fallait qu'elle ait un effet prouvé chez l'homme ou chez l'animal et que cet effet soit dû à un mécanisme d'action endocrinien. Pour qu'une substance soit classée cancérigène, on ne lui demande rien sur le mécanisme d'action. On lui demande de provoquer un cancer, ou chez une espèce animale, auquel cas on a un doute, ou chez plusieurs espèces animales, auquel cas c'est une substance CMR1B, ou chez l'homme et c'est une substance CMR1A. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. On ne sait pas, nous ne comprenons pas ce que c'est que cette catégorie de perturbateurs endocriniens suspectés, mais si c'est des substances qui ont une affinité pour un récepteur hormonal, il n'y a pas de pathologie observée, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal. Et faites extrêmement attention, vous buvez tous les jours des substances qui ont une affinité pour un récepteur hormonal. Je vous rappelle que l'eau a une affinité pour le système rénine-angiotensine, qui est le système qui est un système endocrine qui contrôle votre pression artérielle. Vous buvez du café, vous mangez du sucre, et donc vous vous êtes exposé en permanence à des substances qui pourraient être suspectées d'être des perturbateurs endocriniens. Voilà, donc c'est ça notre préoccupation. Je vous remercie dans cette idée que c'est la science qui doit décider. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous croyons fondamentalement à la science et nous voulons que la science décide des choses. Nous ne voulons pas que le consommateur soit celui qui doit faire des choix pour savoir s'il a le droit ou pas d'acheter des produits sûrs ou pas sûrs. Et par ailleurs, nous souhaitons effectivement, et je remercie vos questions sur l'importance de la recherche, nous souhaitons que les agences aient les moyens dont elles ont besoin pour évaluer les substances et que la recherche française et européenne soit soutenue. Je vous l'ai dit, on manque cruellement de tests pour repérer les perturbateurs endocriniens. Merci. Vous évoquiez le fait qu'il pourrait y avoir des produits à demi-sûrs. C'est un petit peu le sentiment que l'on a quand on utilise certaines applications qui laissent à penser que tous les produits cosmétiques, mais pas seulement, mais dans l'espèce cosmétique, ne présentent pas toutes les garanties en termes de sécurité sanitaire. Alors tout à l'heure, vous disiez que vous étiez prête à ce que la réglementation évolue, c'est très bien, mais on sait bien que la réglementation, elle est parfois lente à évoluer. Ça a été dit par d'autres autour de cette table, et que lorsqu'elle est changée, lorsqu'elle a évolué, ça peut dans certains cas être assez tardif. Et donc moi j'aimerais que vous puissiez nous dire, et puis je pense que M. Schuller, qui a demandé la parole, pourra aussi nous en parler, ce qu'il faut penser de certaines applications qui laissent à penser que, c'est vrai aussi dans le domaine alimentaire, mais ce matin on parle plutôt de la cosmétique, que certains cosmétiques, on ferait mieux de les laisser dans les rayons des magasins, voire de les retirer des rayons des magasins. Alors, je vais vous parler un petit peu des applications je vais me concentrer sur les cosmétiques parce que c'est un problème un peu spécifique. Donc, vous avez un certain nombre d'applications qui accompagnent le consommateur pour choisir des produits cosmétiques. Alors, je pense qu'il y a une vraie demande des consommateurs, enfin nous pensons qu'il y a une vraie demande des consommateurs d'être accompagnés dans le choix des produits. Et même une inquiétude. Et il y a plusieurs sources pour cette demande. D'abord, je pense que l'offre cosmétique est abondante et que ce n'est pas forcément facile de choisir un produit. Et ensuite, parce qu'effectivement, il y a un discours extrêmement anxiogène qui malheureusement est véhiculé, y compris par les pouvoirs publics, ce qui est dommage. Voilà. Alors il faut que vous sachiez que, à l'exception d'une application, toutes ces applications reconnaissent les produits en scannant le code barre. Vous savez qu'il y a des codes sur les produits. Alors, ça pose deux types de problèmes. Le premier type de problème que ça pose, c'est que pour des raisons logistiques, nous ne changeons pas de code barre quand nous changeons la formule d'un produit. Or, la formule d'un produit cosmétique change énormément, très souvent. Un tiers des produits cosmétiques changent de formule tous les ans. Et donc, et les produits restent longtemps sur le marché. Et donc, le consommateur, quand il scanne le produit, n'a absolument pas la garantie que le produit qu'il a dans la main corresponde au produit qui va s'afficher sur l'écran. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les bases de données qui sont utilisées pour faire le lien entre le code barre et la composition du produit sont assez largement erronées parce qu'elles reposent sur une saisine volontaire par le consommateur. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les applications, mais elles reposent sur une saisine volontaire par le consommateur et qu'il y a des erreurs. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, et je vais avoir fini, c'est que donc ces applications notent des produits
et il faut, parce que c'est leur mécanisme de fonctionnement, qu'il y ait des produits verts, des produits oranges et des produits rouges. Les règles qu'elles appliquent pour noter ces produits varient d'une application à l'autre et ne sont absolument pas transparentes. Et donc, vous ne savez absolument pas pourquoi votre produit, il est vert, rouge ou orange, avec en plus des enjeux de santé publique non négligeables. L'application la plus populaire, celle à laquelle vous pensez tous, celle qui a une petite carotte comme logo, a décidé que les filtres solaires étaient notés en rouge. Et donc, si vous voulez acheter un produit de protection solaire, donc vous avez quand même absolument besoin, je vous rappelle que les cancers cutanés sont les cancers en plus forte croissance, mais vous allez être découragé d'acheter un produit de protection solaire parce que votre produit de protection solaire, il aura une mauvaise note, quoi qu'il arrive. Voilà. Merci. Monsieur Schuller, et après je redonnerai la parole à Monsieur Cicolella qui l'a demandé. Très rapidement de mon côté, merci Monsieur le Président. Donc quelques éléments par rapport aux problématiques de liste et de catégorisation. Je pense qu'il faut distinguer deux choses qui sont complètement distinctes, complètement différentes, qui sont d'une part, finalement, quelles sont les substances qu'il faut qu'on envisage de mettre sur le métier d'une évaluation. Donc là, une liste de substances d'intérêt, celles qui ont effectivement une action endocrine, et potentiellement cette liste est très large. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie d'une connaissance à partager, pas uniquement une connaissance d'expert, qu'un ensemble de substances qui nous entourent, avec lesquelles on peut être en contact ou que l'on peut absorber, elles agissent sur nos systèmes endocriniens. Donc ça, c'est la première liste dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, effectivement, il y a une problématique de dire, parmi celles-ci, lesquelles on va mettre sur le chantier d'une évaluation par l'ANSES ou d'autres collègues au niveau européen, et après qu'on ait fait cette évaluation, on peut à ce moment-là faire une classification en suspecté, présumé, avéré. Pourquoi une catégorie suspectée? Parce qu'en fait, je l'ai dit, ça a été dit par plusieurs d'ailleurs des intervenants tout à l'heure, aussi bien intervenants que mesdames et messieurs les sénateurs, on est en face d'un système qui est relativement complexe et donc on a besoin de progresser dans la connaissance des mécanismes et pour chacune des substances, comment elles se comportent vis-à-vis de ce mécanisme de perturbation endocrinienne. Et donc, une substance qui ressort après évaluation suspectée, c'est le plus souvent parce que les données sont relativement insuffisantes. Il faut faire attention à une chose, c'est que toutes les réglementations sectorielles ne sont pas des réglementations avec évaluation a priori, non. C'est le cas pour les phytopharmaceutiques, ce n'est pas le cas pour le règlement REACH. Le règlement REACH, les metteurs en marché des substances déposent des dossiers en fonction d'un certain nombre de choses et ils sont mis au niveau de l'écart. Et après, c'est lorsque des agences comme l'ANSES ou nos homologues dans d'autres pays étudient qu'on pose des questions sur, et au fait, par rapport à la perturbation endocrinienne qui est arrivée un peu plus récemment dans les préoccupations et dans les problématiques scientifiques, quels sont les éléments de preuve ou de caractérisation qui sont disponibles. Donc je pense que c'est très important que dans le cadre de la revue de réglementation qui est en cours et qui nous a été rappelée par IL comme la consultation fin janvier, qu'effectivement les demandes qui sont faites vis-à-vis des metteurs en marché au regard de la perturbation endocrinienne, quels sont les éléments de preuve qui sont disponibles pour que le débat scientifique sur est-ce qu'ils sont avérés, présumés ou suspectés ou rien du tout puisse se tenir sur la base de données disponibles, parce que même si nos équipes académiques sont mobilisées, les moyens qui sont mis à leur disposition ne sont pas à la hauteur des enjeux de couvrir l'ensemble du champ des substances. Merci, Monsieur Cicolella. Et après, Madame Cinquetti. Oui, pour rester sur l'exemple des cosmétiques, nous avions fait une conférence de presse il y a un peu plus d'1 an sur les phtalates, comme exemple effectivement de la nécessité d'avoir une stratégie nationale perturbateur endocrinien et de revoir effectivement le fondement des réglementations, en nous appuyant notamment pour ce qui concerne les cosmétiques sur une publication saoudienne, qui est la publication d'Al-Saleh, publiée dans la littérature scientifique, qui avait analysé une quarantaine de parfums, acheté effectivement les grands parfums. L'Arabie Saoudite étant une grande consommatrice de parfums européens, avait analysé notamment Chanel numéro 5, J'adore de Dior, enfin je ne vais pas vous réciter la liste, et avait trouvé effectivement, alors c'est étude publiée en 2016, donc les analyses faites en 2015, peut-être que ça a changé après. En tout cas, en 2015, alors que la réglementation proscrit le DEHP depuis 2009, on trouvait du DEHP dans ces parfums.
Donc le DEP est autorisé, il ne devrait pas l'être, mais il est autorisé, mais ceux qui sont interdits, comme les DEHP ou les BBP, butylbenzylphthalate, étaient présents. Donc, pas de réaction. Cette conférence était publique. Hein. Il y a eu des reprises dans les médias. Notamment, j'en ai parlé à France Inter quand j'avais été interrogé par la matinale de France Inter. Donc, il n'y a pas une revue, une radio marginale. Je pense que ça pose effectivement le problème de l'application même des réglementations, mais ça pose aussi le problème de comment on évalue les risques par rapport à ces substances. Et là, je fais le lien avec l'enjeu de la recherche. Quand on parle de la recherche, on raisonne en matière de perturbateurs endocriniens sur la recherche substance par substance, est-ce qu'elles ont un effet perturbateur endocrinien ou pas. Il y a une autre façon qui permet de croiser les problèmes, c'est l'approche par le biomonitoring. Nous sommes engagés, la France est engagée dans le programme européen Human Biomonitoring for EU, un programme tout à fait remarquable auquel participe Santé publique France et l'ANSES, je pense, qui effectivement produit des connaissances. Et je citerai toujours l'exemple des phtalates, parce que nous avons beaucoup de connaissances aujourd'hui à partir d'études lancées il y a maintenant une dizaine d'années. On a un dosage biologique en début de grossesse, qui est souvent un dosage urinaire, mais on a aussi des études qui analysent la contamination dans les cheveux. Je pense à l'étude de Jones, notamment publiée récemment, et qui font le lien plusieurs années après, voire 10 ans, 12 ans après, avec les proportions effectivement de pathologie. Je cite notamment l'étude Engel sur l'étude norvégienne. 10 ans après, le tertile supérieur, les enfants du tertile supérieur, donc ceux dont les mères étaient les plus contaminées, ont un risque d'hyperactivité 3 fois plus élevé que ceux du tertile inférieur. Une étude chinoise sur l'obésité, étude sur 12 ans, 3 fois plus élevé d'obésité chez les filles dont les mères étaient les plus contaminées. Je peux vous décliner effectivement plusieurs dizaines d'études sur ce sujet. Je citais Jones par rapport aux études sur le métabolome. On a fait un dosage, on a recherché dans l'étude des cheveux, l'analyse des cheveux, 276 substances. Vous voyez, on a les outils aujourd'hui pour doser des picogrammes par milligramme de cheveux, des picogrammes, c'est un millionième de gramme. Et là, on fait un lien entre l'ensemble des métabolites des phtalates, donc pas uniquement les phtalates, substance par substance, mais l'ensemble. Et c'est ce groupe qui sort. Vous voyez, il faut revoir effectivement l'analyse du risque avec ces outils-là et développer la recherche spécifiquement sur ce biomonitoring. Première série de questions. On va commencer la seconde série de questions avec M. Boyer. Oui, merci Monsieur le Président. Si j'ai bien écouté et bien compris, la communauté scientifique aujourd'hui a beaucoup de mal à évaluer et à définir les substances qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc actuellement, il y a une lutte qui est engagée au niveau national sur l'utilisation des plastiques, et en particulier la France compte aujourd'hui de nombreuses entreprises qui font de l'embouteillage d'eau dans des bouteilles et des contenants plastiques. Donc ma première question est, aujourd'hui, dans l'état actuel de la recherche scientifique et des études, a-t-on la certitude de l'existence ou non de perturbateurs endocriniens qui dégradent la qualité de l'eau en bouteille en plastique et par conséquent la santé des consommateurs? Ma deuxième question, bon, c'est vrai que la santé publique est aussi une priorité, et j'ai beaucoup entendu ce matin d'une révision des normes. Il faut réviser les normes parce qu'apparemment elles sont toujours en dessous des seuils d'alerte. N'avez-vous pas peur quand même que l'on vive bientôt dans un monde totalement aseptisé où il faudra faire attention, bien entendu, à l'eau qu'on boit en bouteille? Il faudra éviter de boire du vin au mois de janvier, il faudra plus manger de viande, il faudra faire attention au maquillage que les femmes vont employer. Merci. Monsieur Bigot. Merci. Merci aux intervenants pour les informations qu'ils nous ont communiquées. Comme vous l'avez remarqué, le projet de loi économie circulaire avait abordé la question des perturbateurs endocriniens dans son article 1 et l'article 1 bis A. On se souviendra qu'il y avait un amendement porté par ma collègue socialiste, Mme Taillé-Polian, qui avait été adopté puis rejeté à l'issue d'une seconde délibération dont un scrutin public, ce qui montre les profondes divisions de notre Assemblée sur ce sujet. L'amendement visait simplement, je vois Monsieur le Président qui fronce les sourcils, visait simplement à interdire la production et la commercialisation de plastique contenant des perturbateurs endocriniens avérés. Vous vous souvenez, c'était en fin de séance. C'est dire la difficulté de l'exercice. Je suis également membre de la
Conseil national de la transition écologique. Et à ce sujet, j'ai été particulièrement sensibilisé à cette thématique lors de l'élaboration de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Dans un document récapitulatif, le gouvernement propose 13 mesures phares que je vous invite à consulter parce qu'elles sont significatives de la grande difficulté que nous avons à appréhender ce problème. Une des grandes avancées de ce plan dont nous disposerons, si tout se passe bien, fin 2021, c'est de classer les perturbateurs entre avérés, présumés et suspectés. Cette classification aurait au moins l'avantage et de la clarté pour les citoyens. Or, il se trouve que dans l'axe protéger la population, le collège employeur souhaite que la liste se limite aux perturbateurs endocriniens avérés et soit élaborée au niveau communautaire. C'est-à-dire que là, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait pour le bisphénol. Pour le bisphénol, partant de la France, on avait réussi à convaincre nos partenaires européens. Là, on va attendre que les Européens se déterminent pour savoir si on passe à une classification beaucoup plus contraignante. Alors, moi, je suis conscient de la difficulté d'informer les consommateurs et je suis conscient des difficultés que ça peut générer pour les entreprises. J'ai bien compris votre message, madame, tout à l'heure. Il y a sans doute une transition à opérer. Moi, je voudrais savoir, monsieur le représentant du gouvernement, dans le futur décret qui est en préparation, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur ce sujet? Va-t-on aller vers un recul ou une consolidation de la classification établie par l'ANSES en 2016? Je vous remercie. M. Bigot parlait du projet de loi économie circulaire. Je rappelle qu'on a inscrit aussi dans ce texte l'obligation de mettre en open data les informations relatives aux éléments qui peuvent être considérés comme des perturbateurs endocriniens dans le domaine de la cosmétique. Donc ce projet de loi a eu aussi des apports en la matière. Monsieur Gillet. Merci, Monsieur le Président. Donc, à l'écoute de l'ensemble des intervenants, on s'interroge aujourd'hui sur le périmètre d'analyse compte tenu de l'évolution à la fois des normes, de la science et donc des inquiétudes qu'on peut avoir dans le temps par rapport à l'utilisation d'un grand nombre de substances. Donc, ne serait-il pas judicieux aujourd'hui de poser un autre paradigme qui cohabiterait avec celui qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre en avant des produits ou des substances qui ne sont pas dangereuses, et qui permettrait effectivement de valoriser ou de valider des produits qui n'auraient pas de danger pour la santé humaine. Et donc d'essayer de faire valoir aujourd'hui une gamme de produits et de substances qui pourraient être utilisés judicieusement par rapport à l'ensemble des productions qui ont cours aujourd'hui. Alors certes, c'est pour ça que je parle d'un autre paradigme qui ne peut que coexister avec celui qui existe aujourd'hui, mais ça nous permettrait de monter en conscience collective sur un certain nombre de substances qui, effectivement, n'auraient pas de portée dangereuse aujourd'hui en termes d'utilisation. Et de voir dans quelle mesure on peut créer des substitutions après dans le temps en fonction de la nature des fabrications. Donc j'aimerais avoir votre avis sur le sujet et j'aimerais savoir si cet élément de réflexion aujourd'hui est pris en considération et étudié de manière très sérieuse ou s'il fait l'objet de promotions particulières. Merci beaucoup. Donc j'en ai fini par rapport aux demandes de prise de parole de mes collègues et je vais donc donner la parole aux intervenants. Je vois que M. Cicolella est pressé de répondre, donc je lui donne tout de suite la parole. Mais ce sera pour un seul tour cette fois. Nous n'avons pas séparé cette question, mais évidemment, je soutiens évidemment votre proposition. Elle est ambitieuse. Hein. C'est un renversement du changement de paradigme dans la gestion du risque chimique, mais on est effectivement dans cet enjeu. Il y a 143 000 substances qui ont été répertoriées, ça c'est l'intérêt de REACH, au niveau européen, qui pour l'essentiel n'ont jamais été évaluées et qui ne sont pas prêts de l'être d'ailleurs. Au rythme actuel, le nombre de substances soumises à autorisation tourne autour de 250, hein, je dis ça. Donc vous voyez, à ce rythme-là, dans un millénaire, on aura une vision à peu près précise du risque chimique aujourd'hui. Donc on peut penser qu'on peut accélérer le processus. Et je pense que pour comprendre la nécessité effectivement de penser les choses différemment, il faut revenir, et c'est ce que Natacha évoquait, la phrase du rapport de l'OMS et du PNUE, les perturbateurs endocriniens, une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution. Une menace mondiale. Il faut bien comprendre, et les études que je citais notamment, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment, montrent que ces substances sont impliquées directement dans la croissance des maladies chroniques.
Je rappelle que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté 2 résolutions votées par la France, ça a été voté à l'unanimité d'ailleurs, disant que nous sommes face à une épidémie mondiale de maladies chroniques. Nous n'échappons pas évidemment à cette épidémie. On a du mal en France à utiliser le mot épidémie parce qu'on reste encore attaché au lien épidémie-maladie infectieuse. Mais nous sommes bien en présence d'une croissance des maladies chroniques. On a évoqué tout à l'heure la question de l'infertilité. Aujourd'hui, nous avons une donnée majeure. Nous avons les données en France. Le Sécos de Paris, l'étude de Santé publique France, sur 50 ans, un homme de 30 ans a perdu 2 spermatozoïdes sur 3. Nous avons fait un colloque en 2018 à Toulouse, parce que c'est la ville la plus impactée, sur le thème « Y aura-t-il encore des petits Occitans en 2040 ?» en invitant notamment Louis Bujean, qui est le patron du Sécos de Toulouse, qui nous a dit « Vous êtes peut-être optimiste quand vous parlez de 2040 ». C'est une question qui n'est pas marginale, parce qu'évidemment, c'est la partie émergée de l'iceberg. La croissance des cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer de la prostate, qui est observée aujourd'hui au niveau mondial. La croissance des maladies métaboliques, du diabète, de l'obésité, a une composante perturbateur endocrinien. Ça n'est pas la seule composante, mais c'est une composante. Les dernières conférences de consensus sur les maladies métaboliques, la conférence d'Uppsala, dit que c'est la cause majeure, à côté évidemment de l'alimentation et de la sédentarité. L'effet cocktail fonctionne aussi à ce niveau-là. Donc, si on part effectivement d'où l'enjeu effectivement d'avoir une communication sur les perturbateurs endocriniens qui ne soit pas anxiogène. Je pense que c'est très important, effectivement. Nous avons la solution, une partie de la solution, de la croissance de ces maladies chroniques et nous pouvons agir. Avec en plus la responsabilité qui est la nôtre. Nous savons aujourd'hui que l'exposition d'aujourd'hui va induire des maladies chroniques dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Nous avons le recul aujourd'hui pour le savoir. L'étude de Berkeley sur le DDT, l'étude publiée par Barbara Cohn, suivie depuis 1960 de 20 000 femmes et de 19 000 enfants. On a le dosage en DDT en 1960. Les filles dont les mères étaient les plus exposées ont 4 fois plus de cancer du sein. 4 fois plus. Les mères elles-mêmes ont eu 5 fois plus de cancer du sein par rapport à celles qui étaient les moins exposées si elles avaient moins de 14 ans en 1945. Donc, elles ont été exposées pendant la gestation ou pendant la petite enfance. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. Il ne faut pas perdre cet enjeu. Alors ça, c'est l'enjeu sanitaire, mais l'enjeu environnemental, l'enjeu écologique est de même importance. Évidemment, l'impact sur la reproduction des espèces humaines, c'est aussi l'impact sur la reproduction des espèces dans leur ensemble. La chute de la biodiversité, ce n'est pas simplement la perte des habitats, c'est aussi cette contamination. J'évoquais les grenouilles. Les grenouilles, on a une disparition quasi totale de la plupart des espèces aujourd'hui. Voilà. Merci. Pas la seule. Donc, d'où effectivement la nécessité, pour revoir effectivement cette question, de construire un discours positif sur cette question des perturbateurs endocriniens. J'insiste beaucoup, et notamment... Non, vous n'allez pas insister davantage. Il y a beaucoup de demandes de parole, vous avez beaucoup parlé. Je donne la parole à Mme Buffet. Je donne la parole à Mme Buffet. L'innovation. L'innovation doit comprendre l'enjeu de la santé. Merci. Madame Buffet. Oui, je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est le rôle de nos secteurs et de la veille qui est réalisée par les entreprises, effectivement, que de lancer un produit en tenant compte de l'ensemble des données disponibles. Là-dessus, nous pouvons vous rassurer, sachant que, clairement, je ne sais pas si ça a pu donner l'impression, mais en tout cas, je rappelle qu'on est encore complètement conscient des enjeux de santé publique et qu'effectivement, il faut tout faire pour réduire cette exposition. Je voulais juste préciser 2 choses. Donc, par rapport au fait de dire il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans les plastiques, donc je rappelle qu'au regard de la santé humaine, il y en a 3 qui sont classés perturbateurs endocriniens et autorisés, entre guillemets, et encore même pas, puisque le BPA est interdit en France. Dans les matériaux d'emballage, parmi la centaine, les quelques centaines de substances autorisées, donc c'est quand même important, de la même façon que celles qui sont en cours d'évaluation, celles qui sont autorisées dans les contenants alimentaires en plastique sont quand même assez réduites, la part c'est moins de 15%. Donc c'est important quand même de repréciser ça, sachant qu'aujourd'hui, moi dans l'emballage en plastique, je suis capable de vous dire que sur la liste, l'ensemble des substances qui sont listées à l'annexe du règlement 10/2011, je suis capable de vous dire lesquelles sont SVHC, lesquelles sont en cours d'évaluation, lesquelles, etc. Et ça, c'est le cas du plastique, parce qu'aujourd'hui, vous parlez beaucoup du plastique, mais parce que c'est celui qui est un peu sur le devant de la scène en ce moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas
ailleurs. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler, mais que dans notre cas, nous avons cette liste de substances qui existe. Donc ça, c'était la première chose, sachant que dans la partie emballage, il faut vraiment faire la distinction entre la teneur, ce qui est contenu dans l'emballage, et ce qui est susceptible de migrer. Par exemple, de façon très schématique, une substance qui va avoir un poids moléculaire très élevé, elle va quand même avoir du mal à migrer dans la denrée. Sachant que ce phénomène de migration, c'est un phénomène qui est naturel, qui est commun à d'autres matériaux, qui n'est pas l'apanage du plastique. Et en plus, on peut, dans certains cas, même modéliser cette migration. Nous la connaissons. Donc voilà, donc ça, c'était le deuxième point. Par rapport à l'histoire d'avoir des gammes sans perturbateurs endocriniens, sans phtalate ou des choses comme ça, dans le cas, alors je parle de mon cas matériaux, donc déjà, je vous ai montré la différence entre teneur et migration. Donc l'information de la teneur dans l'emballage, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la migration? S'il n'y en a pas dans la migration, pourquoi l'étiqueter? Et d'autre part, je vais faire le comparatif avec les allergènes et les sans-allergènes. Vous savez bien aujourd'hui que la difficulté analytique à prouver l'absence de quelque chose fait qu'au final, vous avez beaucoup de produits alimentaires qui ont du susceptible de contenir du. Donc, exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la capacité à pouvoir mettre en avant l'absence d'un composant dans un emballage va quand même, ou dans n'importe quel produit, va quand même être assez compliqué, ou alors on va aboutir à des susceptibles d'eux ou des choses qui, soit des gammes extrêmement réduites et qui ne serviront finalement pas à grand-chose, sinon à jeter le discrédit sur des substances qui par ailleurs ont été légiférées et considérées comme sûres dans leur emploi, ou alors avec un certain nombre de mentions qui du coup noieront le message. Merci, Monsieur Bodéné. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'était pour rappeler aussi qu'il y a un mouvement global de devoir pour les metteurs en marché de produits en Europe être capable de dire s'il y a des substances extrêmement préoccupantes, déclarées comme telles, dans leurs produits ou pas. Et donc c'est une responsabilité des metteurs en marché. C'est un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Il n'y a pas des metteurs en marché qui mettent des produits sur le marché, d'autres qui font des substances, et c'est indépendant. Donc, le metteur en marché d'un produit, il doit être capable de dire s'il y a plus de 0,1% de substances extrêmement préoccupantes dans le produit. Alors, c'est compliqué pour les industriels, évidemment, parce que potentiellement, il y a 200 substances identifiées comme substances extrêmement préoccupantes au niveau européen. C'est pour ça que la Commission européenne a lancé une initiative qui s'appelle AskReach. Et c'est un dispositif qui permet de mettre dans une base de données les substances extrêmement préoccupantes qui sont présentes dans les produits, ce qui fait que les distributeurs de produits en question peuvent ensuite savoir si il y a des substances extrêmement préoccupantes dans les produits qu'ils vendent dans leur supermarché, par exemple. Et aujourd'hui, cette information, y a-t-il plus de 0,1% de la substance extrêmement préoccupante dans le produit ou pas, cette information, le metteur en marché doit la donner au client si le client la réclame. Donc la Commission a mis en place cet outil qui s'appelle AskReach, qui est aujourd'hui sur la base d'une application volontaire, mais dont on voit qu'il y a des dispositifs réglementaires qui s'en inspirent ou qui s'en inspireront. Par exemple, c'est le cas de l'ECA qui a mis en place une obligation dans la directive cadre sur les déchets de 2018, une obligation de déclarer la présence de ces substances de façon à ce qu'on puisse connaître s'il y a des substances extrêmement préoccupantes ou pas dans les déchets. Donc ça, c'est une démarche qui est en cours au niveau de l'ECA qui veut mettre en place sa base de données sur le sujet pour mieux gérer les déchets, la présence de substances extrêmement préoccupantes dans les déchets. Et c'est aussi ce qui inspire une des dispositions de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, qui effectivement prévoit une obligation de déclarer les substances qui auront été identifiées perturbateurs endocriniens par l'ANSES dans les produits, et ce dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par des plateformes numériques, de façon à ce que derrière, des plateformes puissent utiliser l'information en question. Et je pense qu'il y a un besoin de structurer cette information, parce qu'on voit bien que si ce ne sont pas les pouvoirs publics qui structurent cette information et qui les mettent de manière ordonnée à disposition des consommateurs, d'autres que nous le feront dans des conditions qui ne sont peut-être pas complètement optimales. Et donc, il y a besoin que collectivement, on fasse le travail pour avoir la meilleure information disponible pour le consommateur.
Voilà pour cette table ronde. Vous pouvez lire les articles de notre rédaction sur le site de Public Sénat, publicsena.fr, et notamment cette analyse de Laurent El-Kabash, perturbateur endocrinien, vers une meilleure réglementation. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.